Philippe Gauthier, Philippe qui est notre chroniqueur transition énergétique le plus souvent, mais qui est aussi un passionné d'affaires internationales. Et avec lui, on a pris l'habitude de temps en temps de parler de ce qui se passe en Ukraine, de faire le point donc sur le conflit et sur cette tentative d'invasion de la Russie. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, Philippe. Un grand plaisir de te retrouver. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé tout court et ça fait évidemment un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine. Est-ce que tu veux revenir un peu avec nous, Philippe, sur les événements en Ukraine depuis le printemps dernier? J'en meurs dans la vie. Ah, Non, on est j'exagère un tout petit peu. oui. Mais après ça, j'ai senti le besoin de revenir sur le sujet à cause d'une entrevue que j'ai vue il y a 3 semaines à Radio-Canada avec Jocelyn Coulon, qui est un analyste spécialisé en affaires internationales. D'habitude, il est très bon, mais cette fois-là, il m'a particulièrement déçu. Et je trouvais ça un peu symptomatique de la couverture des grands médias. Grosso modo, ce que Coulon disait, c'est que la Russie était invincible et qu'on aiderait l'Ukraine en la forçant à faire la paix. Évidemment, ça oublie un petit peu le fait que Poutine veut toujours la destruction de l'Ukraine au complet, qu'une paix serait seulement temporaire, le temps de réorganiser l'armée russe et de liquider les populations ukrainiennes qui sont sur place, dans les territoires occupés, comme il s'est fait après 2014. Hein, c'était le plan. En 2014, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, s'est réorganisée, a réattaqué en 2022. Donc, je me suis demandé d'où venait cette idée-là que la Russie est invincible et que l'Ukraine n'avait pas d'autre choix que de capituler. Puis je me suis rappelé du grand stratège Clausewitz, qui écrivait il y a 2 siècles, c'est une référence en histoire militaire, en stratégie. Il disait que le but de la guerre n'est pas de tuer les ennemis ou d'occuper du territoire, mais d'abattre la volonté de combattre de l'ennemi. Ce qui peut se faire en soi aussi, là, mais c'est pas le seul moyen possible. Et quand on regarde ça, on voit que Coulon fait aucune analyse sérieuse des forces ukrainiennes ou des faiblesses russes, parce que je sais pas, il en parlait tout simplement pas. Il a simplement en fait repris le discours de la Maison-Blanche, qui est à côté de la plaque depuis le début de la guerre. Tu sais, en 2022, on disait Kiev va capituler en 3 jours. C'était le travail des analystes de la Maison-Blanche. Ils sont très mauvais, ils ont faux depuis le début. Euh, écoutez, la Russie a perdu quelque chose comme 630 000 hommes à cette date-ci. Et on dit encore que c'est une puissance invincible, alors qu'elle a envahi avec 190 000 hommes. Et l'armée d'invasion initiale a déjà été détruite 3 fois. Pour une armée invincible, c'est assez fort. Alors, quelle lecture fais-tu de la situation là-bas depuis le début de l'été, Philippe? Ouais. En fait, il y a eu 3 grands épisodes, si on veut, depuis le début de l'été. Il y a eu la fameuse offensive de Kharkiv qui s'est faite au début du mois de mai. Je l'avais un peu prévu dans ma dernière chronique sur le sujet. Les Russes se préparaient à attaquer sur un nouveau front. Ils ont avancé de 5-6 kilomètres, ils ont été bloqués. Après ça, ils ont été en partie repoussés. Mais en fait, je pense que les Ukrainiens les laissent là, parce que tant que les Russes étaient sur le territoire russe, on ne pouvait pas les bombarder à cause des limitations sur l'utilisation des armes, des choses comme ça qui existaient à l'époque. Alors, en les laissant avancer, on pouvait les bombarder entre le moment où ils quittaient la Russie et où le moment où ils arrivaient dans leur tranchée, ils étaient vulnérables à ce moment-là. Alors, c'est un peu intéressant de les laisser un petit peu en territoire ukrainien. Plus sérieusement, il y a eu l'offensive vers Pokrovsk. Ça, c'est une ville qui est un peu dans le même secteur qu'Avdiivka, qui est tombée l'hiver dernier. Les Russes ont concentré des efforts absolument massifs pour avancer et les Ukrainiens refluent. Ils ont reflué d'à peu près 30 km, 35 km. Ça a l'air catastrophique, mais en fait, ils se défendent pas tant que ça. Ils ont beaucoup de réserves qui sont pas engagées. On comprend pas trop pourquoi. Et l'hypothèse qui a circulé, y compris chez les blogueurs militaires russes, c'est qu'en fait, ils laissaient avancer jusqu'à Pokrovsk parce que la ville est tellement une position forte pour la défense que les Russes s'y feraient massacrer en grand nombre comme à Avdiivka. Alors même les Russes commencent à soupçonner que c'est peut-être un piège. Et puis, il y a eu la fameuse contre-offensive vers Kursk. On en a beaucoup parlé de cette contre-offensive-là. On en parle encore beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante, cette poussée-là des Ukrainiens dans cette région-là, dans la région de Kursk? Ben parce que jusqu'ici, le territoire russe était un sanctuaire. Hein. Les Russes se défendaient sur le territoire. Ouais. Les Ukrainiens, pardon, se défendaient sur le territoire. Les Russes n'étaient pas trop inquiétés. Là, cette fois-là, on a vraiment lancé une invasion du territoire russe. C'est une invasion limitée. Mais quand même, les Ukrainiens ont occupé en quelques jours une surface qui équivaut à peu près à 3 fois toute la ville de Québec, tout le Grand Québec. Euh, les Russes pensaient que les Ukrainiens n'oseraient jamais faire un coup pareil, et cette zone-là, qui était le long de la frontière de l'Ukraine, était très faiblement défendue.
Et cette offensive-là n'aurait pas dû avoir lieu selon Jocelyn Coulon, les Ukrainiens sont à bout de souffle qui n'ont plus de réserve. Mais en fait, ils l'ont fait. Est-ce que c'est possible, Philippe, que cette aventure ukrainienne-là en territoire russe, ce soit le fruit en fait, la proposition de stratèges militaires étrangers, américains notamment? Parce que ils parlent, ces gens-là, forcément. Washington, le Pentagone parle Ouais. avec eux. Je te répondrais non. En fait, c'est plutôt le contraire. Il y a, l'armée américaine fournit les images satellites aux Ukrainiens, mais les Ukrainiens les exploitent de façon assez indépendante. En fait, quand l'offensive vers Kursk a eu lieu, les Américains ont été pris de court, les Ukrainiens leur en avaient pas parlé. Ah bon, en fait, ils leur font pas extrêmement confiance parce que on sait que certains Américains coulent l'information aux Russes quand ils la reçoivent des Ukrainiens. Il y a une assez grosse inimitié entre les deux. En fait, le gouvernement Biden supporte pas très bien l'Ukraine. Il fait comme le minimum. Et le ton a beaucoup monté dans le courant de l'été entre l'Ukraine, ses partisans au sein de l'OTAN et les États-Unis. Alors, c'est un peu compliqué. Quant à l'offensive de course, si on y revient, elle a créé des problèmes de commandement au sein de l'armée russe. En fait, il y a 3 armées russes. T'as l'armée régulière, t'as les troupes frontières, t'as Rosgvardia, qui est comme une espèce de gendarmerie militarisée, une espèce de police un peu militarisée. Et quand les Ukrainiens ont envahi, en fait, il y avait 3 commandements distincts. Alors, il a fallu réorganiser ça. Ils ont mis ça sous le contrôle du FSB, qui est en fait les services secrets russes. Alors, l'armée haït être sous le contrôle des services secrets. Et en plus, comme techniquement, la Russie est pas en guerre, hein, c'est une opération militaire spéciale qu'ils appellent ça. Là, tout à coup, ils étaient envahis sur leur territoire. Est-ce que c'est la guerre? Non, surtout pas. Ils ont appelé ça une opération antiterroriste. Ce qui était le prétexte pour mettre ça sous le contrôle, justement, du FSB, des services secrets. Et les conscrits qui étaient là, les conscrits de l'armée russe, ça, c'est des gens qui sont mobilisés, des jeunes qui sont mobilisés pour leur service militaire pendant 1 an. Ils sont pas censés être envoyés à la guerre. Mais là, cette fois-ci, ils étaient en position défensive sur leur propre territoire. Et c'était pas vraiment une guerre, c'est une opération antiterroriste. Et en plus, les conscrits qui sont pas censés se battre, mais ils reçoivent des pressions pour s'engager officiellement dans l'armée russe. Quand je dis des pressions, ils sont battus, ils sont affamés, des trucs comme ça, jusqu'à temps qu'ils signent. Il y a beaucoup d'histoires assez pathétiques sur les rues. Et il y a eu une grosse réaction des blogueurs militaires russes qui sont toujours très influents. C'est une de nos principales sources d'information sur ce qui se passe en Russie. Et on sait qu'au niveau des élites russes, ça a beaucoup troublé le monde. Quand on est un dictateur comme Poutine, ce qu'on offre, c'est de la sécurité, de l'investibilité, tout ça. Et tout à coup, ce mythe-là est en train de se fracasser. Est-ce que c'est exagéré de dire que c'est le début de la fin pour Poutine? C'est peut-être le début de la fin, quoique ça fait un peu longtemps qu'il est dans le début de la fin. Ça veut pas dire qu'il va tomber immédiatement. Il pourrait s'accrocher longtemps, mais les problèmes s'accumulent, le pays est de plus en plus fragile, pas mal plus que ce qu'affirme ou ce que pense Jocelyn Coulon. Si on reprend les facteurs rapidement, l'économie de guerre russe est mobilisée à fond, ils se sont mobilisés beaucoup plus vite que l'Occident pour produire plus de munitions. Mais par contre, ils ont atteint la limite, ils n'ont plus beaucoup de capacité d'augmenter la production de chars ou de canons. Ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il manque de travailleurs. Dans l'industrie des armements, on dit que les travailleurs travaillent 7 jours sur 7, temps supplémentaire obligatoire, et pas le droit de démissionner. On en est rendu là. L'inflation est très élevée sur les articles courants d'alimentation, tout ça. 70% d'inflation depuis février 2022. Les salaires n'ont pas suivi, les Russes souffrent. Il y a des problèmes de transport, notamment les trains sont en train de tomber en panne faute de pièces de rechange du l'Occident. Ça limite la capacité d'exportation de la Russie, donc d'aller chercher de l'argent pour financer leur guerre, mais ça limite aussi la logistique des militaires. Quand il s'agit de transporter les troupes, mettons de Pokrovsk jusqu'à Kursk pour contenir l'invasion, en fait, il n'y a plus de transport disponible ou très peu. Il y a un problème de carburant, il y a des attaques de drones partout contre les raffineries en Russie, très profondément, des fois plus de 1000 km. Ça fait mal, la Russie publie plus de statistiques sur sa production de produits pétroliers. Jusqu'en mai, on savait que la production avait baissé de 15%. Maintenant, c'est peut-être 25 ou 30%, mais on ne sait pas. Les Russes cachent les chiffres parce qu'ils sont trop catastrophiques. Actuellement, ils vont être confrontés aussi à un problème des récoltes. Au mois de mai dernier, il y a eu un gel tardif très, très catastrophique pour les récoltes, le pire depuis 100 ans.
et on va voir les résultats, tout ça cet automne. La Russie, il y a eu beaucoup d'arrestations et de limogeages de généraux de haut gradés du ministère de la Défense aussi. Il semble y avoir une atmosphère de règlement de compte, même s'il est difficile de comprendre ce qui se passe exactement. Il y a des problèmes depuis 2 semaines de paiement avec la Chine. La Chine, les banques chinoises n'acceptent plus l'argent russe, il n'y a plus de transactions en argent. S'il se fait des échanges encore, c'est sous forme de troc. Et ça, on comprend pas très bien pourquoi, mais la Chine semble être en train de lâcher la Russie. Et finalement, il y a un problème avec la fin de la mobilisation. On sait qu'en septembre 2022, les Russes ont mobilisé 300 000 hommes. Il y en a une partie qui a survécu jusqu'ici. Et leur contrat était de 2 ans. Il arrive à terme, donc, dans les prochaines semaines. Et l'armée russe, qui est vraiment à court de personnel, puisqu'on dit, peut pas se passer de tous ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prolonger leur contrat de façon unilatérale? Ça va faire vraiment des mécontents. Ou une nouvelle mobilisation. Les Russes, Poutine craint vraiment cette alternative-là, parce que la première va très mal passer politiquement. Oui, tu mentionnais les attaques de drones qui se multiplient de la part de l'Ukraine en territoire russe. Il y en a eu une dans les dernières heures. Donc, la Russie affirme avoir détruit 144 drones lancés contre 9 de ces régions, dont 20 drones au-dessus de Moscou. Philippe, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement. On se reparle dans 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bye bye. Hey, le voisin, es-tu en train de